il y a des objectifs. Objectif primaire, objectif principal, qui est, bon, on ne va pas dire pas rentrer dans le détail, ça n'a pas d'intérêt, et l'objectif secondaire, qui vont arriver après, parce que je dis ça nous intéresse aussi, mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est démontrer ça. Ici, alors, classiquement, il y a 4 phases. La première phase, qui est en fait la première administration du médicament à un volontaire sain ou à un patient, selon les situations, qui est surtout une évaluation de la tolérance. La phase 2, qui est une phase où on va commencer à évaluer l'efficacité et on va faire une recherche de dose et on va essayer de valider le concept que ce médicament il apporte bien quelque chose dans cette situation. Et ensuite la phase 3, qui est en fait je dirais ce qu'on appelle les essais pivots finalement, qui vont être réalisés sur des grandes cohortes de patients pour démontrer réellement le bénéfice clinique. On va faire une hypothèse, on va dire par exemple le produit il est meilleur qu'un produit de référence de 20%, on va calculer un effectif et on va faire l'essai sur l'effectif nécessaire, c'est parfois 300, 400, 500, 800 patients qui vont être tirés au sort pour avoir soit le produit d'expérimentation, soit le produit de référence. Et ensuite, on va analyser les résultats. Et parfois, cette commission, elle impose au laboratoire, par exemple, de faire des phases 4, c'est des phases de surveillance, des registres, où on va évaluer finalement la tolérance du produit sur un beaucoup plus grand nombre de patients dans la vraie vie, après la commercialisation. Donc voilà les 4 phases des essais cliniques. Les acteurs de la recherche clinique, c'est avant tout le promoteur qui est le sponsor, la personne qui prend la responsabilité de l'essai clinique et qui le finance. Les acteurs des essais cliniques sont tout d'abord les patients. Sans patients, on ne peut pas faire un essai clinique et sans leur participation, on ne peut pas faire un essai clinique. Un médecin est aussi important. Dans un essai clinique, il porte le nom de médecin investigateur parce que c'est lui qui va investiguer les effets du produit, du médicament. Et donc c'est lui qui suit les patients, qui les recrute et qui les suit. Et ce qui est également très important, ce sont les infirmières, parce que dans les essais cliniques, il y a souvent des prélèvements. Quelquefois, il y a aussi ce qu'on appelle des attachés de recherche clinique, c'est-à-dire des professionnels de la recherche clinique qui vont justement aider le médecin à réaliser l'essai clinique comme il est convenu de le réaliser. Et puis un certain nombre d'autres acteurs, on peut avoir un laboratoire, il y a évidemment la pharmacie, il peut y avoir la radiologie, enfin beaucoup d'autres acteurs qui vont être autour. Voilà un peu comment ça se passe. Et tout ça donc avec des gens qui vont surveiller la qualité pour s'assurer que la méthodologie est bonne. Alors le cobaye, c'est un animal, ce n'est pas un être humain. Actuellement en France, et depuis très longtemps, l'un des fondamentaux de la recherche clinique, c'est le fait qu'un patient ne peut pas participer à un essai sans avoir donné son accord, son avis. Donc participer à un essai clinique, c'est un acte volontaire. Les malades qui participent à un essai clinique ne sont pas des cobayes parce que on veille tout particulièrement dans les comités de protection des personnes, justement, à ce qu'il y ait toujours le respect de la balance bénéfice-risque. Être considéré comme un cobaye, c'est plus de l'ordre de l'extérieur. L'entourage, la famille va plutôt va utiliser ce terme-là. Moi non, je me suis jamais considérée comme un cobaye. Je pense pas que les médecins l'ont considéré de cette manière-là. En tout cas, pas comme j'ai été accompagnée. Et du coup, j'ai vraiment plus l'impression d'être utile à la société et être utile aux autres. Moi, je crois que le mot cobaye ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu ou à ce que je vis. Alors, pour entrer dans un essai clinique, il faut satisfaire aux critères d'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a des critères prédéfinis qui vont déterminer, par exemple, l'âge, la pathologie, le stade de la pathologie, les traitements antérieurs, etc. Ce sont les critères d'inclusion. Ensuite, il faut que l'étude leur soit proposée par un médecin. Donc il faut que leur médecin soit au courant de cette étude clinique. Grâce à Internet, il est aussi possible d'avoir des informations sur les essais cliniques en cours. Donc les patients eux-mêmes peuvent être au courant des essais qui se mettent en place en France. Et puis après, il y a des critères de non-inclusion.
qui fait que dans telle et telle situation, même si on a les critères d'inclusion, on répond aux critères d'inclusion, on ne peut pas rentrer. Par exemple, la plupart des essais ne veulent pas prendre de femmes enceintes ou allaitantes, limitent l'âge des patients, prennent des critères biologiques, par exemple quelqu'un qui aurait des anomalies biologiques au niveau du foie, et dans certains cas on met un seuil pour dire là on ne veut pas prendre le risque d'essayer ce médicament chez ces patients-là. Donc il y a des critères de non-inclusion. Le patient va parfois bénéficier d'un traitement nouveau grâce à la recherche clinique, traitement qu'il n'aurait pas pu avoir. Donc ce qui est extrêmement important dans la discussion que je vais avoir avec mon patient sur le fait qu'il rentre ou pas dans un essai clinique, c'est la relation entre le bénéfice et le risque. Il est évident que si les risques pour le patient sont beaucoup trop élevés par rapport au bénéfice qu'il va en attendre, beaucoup de patients ne vont pas vouloir faire l'essai clinique. Et de toute façon, c'est eux qui vont décider. Le plus important dans l'affaire, c'est d'expliquer les choses correctement et d'avoir une information claire, loyale, et laisser le temps aux patients de la réflexion. Alors, la randomisation consiste à tirer les patients au sort pour qu'ils aient tel traitement ou tel traitement. Ça peut être un traitement contre un produit de référence, ça peut être un traitement expérimental contre un placebo, de manière à ce que les deux groupes, les groupes de patients soient comparables et qu'il n'y ait pas de biais de sélection. Alors, le placebo, c'est une substance qui est censée être inactive, pharmacologiquement inactive, qui ne va pas produire d'effet propre. Par contre, on sait que quand on prend un placebo, un médicament qui est dénué d'activité pharmacologique, mécanistique propre, cela peut malgré tout engendrer des effets parce que dans tout médicament, le fait même de donner un médicament est lié à la façon dont on le donne avec tout l'encadrement qui va autour. Et ça va permettre donc le double aveugle, c'est-à-dire qu'en fait, ni le patient ni l'investigateur ne doivent savoir ce qu'a reçu le patient, ce qui permet donc une analyse beaucoup plus juste et non biaisée par le fait qu'on pense que le produit qu'on évalue est peut-être plus efficace ou peut-être qu'il va entraîner des effets secondaires, etc. Donc c'est pour ça que prendre un placebo, ça peut avoir aussi des effets positifs pour le patient. Les bilans sanguins et pour lesquels on verra le CDAI pour voir si vous répondez ou pas au traitement. D'accord. Voilà. Donc je vous donne le consentement qui est en 2 exemplaires puisque là vous partirez avec. Donc, je vous laisse lire. Et je reviens. À tout moment, c'est le patient qui va décider s'il accepte de rentrer dans l'essai clinique. Donc il y a une première information qui va être donnée oralement, puis normalement un temps de réflexion, puis un document qui est fourni, c'est le consentement, le patient va le lire et va le signer. La famille et les proches sont souvent pris en compte un peu trop tard dans les essais cliniques et on se rend bien compte qu'une fois que l'essai a été proposé à un patient, c'est les personnes vers lesquelles il va se retourner pour en parler le plus souvent. D'où l'intérêt de les intégrer à la phase d'information sur l'essai clinique, d'information sur la molécule testée, les effets secondaires éventuels, les bénéfices attendus ou pas. Et cette étape souvent est malheureusement faite de façon décalée, ce qui aboutit à une appréhension de certains patients, simplement qui véhiculent l'appréhension de leur famille de les voir entrer dans cette phase un peu mystérieuse d'essai clinique sur un médicament inconnu. Ça m'est arrivé souvent d'expliquer un essai clinique. Le patient lit le consentement, il signe, et puis le lendemain, finalement, après une réflexion, soit seule, soit familiale, il décide de ne pas y participer. Dans la législation française et même européenne, il est tout à fait prévu que le patient ait la liberté de s'arrêter à tout moment d'un essai clinique pour lequel il a donné son accord. Ça fait partie de sa liberté. Ce qui est malgré tout important, c'est qu'il en informe le promoteur, le médecin qui le suit, parce qu'il est toujours embêtant de ne pas avoir de nouvelles d'un patient qui participe à un essai. Bien entendu, on ne va pas aller contre son choix, c'est son choix individuel et on le respecte. Alors les contraintes d'un essai clinique, en dehors d'éventuels effets secondaires attendus ou parfois qui se découvrent au cours de l'essai clinique pour le patient qui y participe, sont souvent des contraintes de déplacement. Ça fait partie des freins à l'égalité de l'accès aux essais cliniques. Avec des visites supplémentaires, avec des examens radiologiques, endoscopiques supplémentaires, des prises de sang supplémentaires. Bien sûr, un patient qui habite à côté du centre investigateur, notamment souvent un centre universitaire ou un gros hôpital, est favorisé. Il n'a pas de problème de transport pour se rendre sur le lieu de l'essai clinique. L'objectif, c'est certes qu'il bénéficie de ce nouveau traitement, mais également de l'évaluer. Et donc, toutes ces évaluations vont prendre du temps. Et c'est vrai que certains patients
qui ont des activités professionnelles ne peuvent pas se libérer pour participer aux essais cliniques. Il faut vraiment en parler avant. Plus on est transparent, plus on explique, et mieux ça va se passer en fait. Alors, de plus en plus, ces patients sont loin du centre où a lieu l'essai clinique. Et il faut savoir que dans la recherche clinique actuellement, tout est pris en charge. Il n'y a pas normalement de surcoût pour l'établissement de santé et évidemment encore moins pour le patient. Et donc tout est organisé pour que la prise en charge soit faite. Et même le plus souvent, c'est pour que le patient n'ait même pas à avancer l'argent. Donc dans les essais cliniques, très souvent, nous utilisons des outils pour avoir le point de vue du patient. Ce sont des questionnaires à remplir, ce sont des agendas où on lui demande de marquer le traitement qu'il prend. Sur ce même agenda, on lui demande également de colliger, de recueillir des événements indésirables qu'il a. Quelquefois, quand on fait des études sur le sommeil, on lui pose des questions sur la qualité de son sommeil. Chaque étude est différente et on essaye, tant faire se peut, de recueillir toujours le point de vue du patient. Un essai clinique, c'est un processus qui est long, mais qui est très rigoureux, donc nécessairement qui a besoin d'être encadré. En France, la législation est très rigoureuse, pas depuis que l'Europe existe, mais même avant. Il y a eu la loi Urié-Seruskla, du nom de ces deux sénateurs, et depuis, il y a la directive européenne. C'est quelque chose qui est très encadré. On a besoin de l'autorisation de l'Agence du médicament, on a besoin de l'avis favorable du comité de protection des personnes, et c'est grâce à ces deux sésames qu'un essai clinique peut commencer. Alors, le CPP est une structure qui est indépendante, c'est le comité de protection des personnes. Comme son nom l'indique, son rôle est de protéger les personnes dans la recherche biomédicale. Donc, c'est une des deux structures qui va donner son avis sur le protocole de recherche avec l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité des produits de santé. Pour nous, il est essentiel que la personne soit bien informée avant de prendre sa décision. Il faut qu'elle la prenne en toute connaissance de cause. Éviter à tout prix que le malade désemparé dise oui à un médecin sans avoir mesuré toutes les contraintes qui vont peser sur elle pendant l'essai et tous les risques qu'elle prend. Une des richesses et des caractéristiques de ce comité de protection, c'est qu'il est pluridisciplinaire, puisqu'en fait, il est composé de 28 personnes, avec deux collèges. Un collège plutôt médical, où on va retrouver médecins, pharmaciens, infirmiers, et le deuxième collège, qui est issu de la société civile, où on va retrouver des juristes, des spécialistes éthiques, mais aussi donc, des représentants des associations des usagers. Le représentant des usagers est égal à n'importe quel autre membre du CPP. Il n'y a pas de différence. Vous avez des médecins, vous avez des infirmiers, vous avez des assistantes sociales. Tous ont une voix s'il y a un vote et tous sont entendus également. Il n'y a pas de différenciation. Alors il y a plusieurs moyens d'accéder à un essai clinique et de savoir qu'il existe. Tout d'abord, il y a les associations de patients. Les associations de patients, notamment dans les maladies rares, qui sont de plus en plus des acteurs eux aussi de la recherche clinique. Ils sont contactés de plus en plus en amont et devraient l'être si ce n'est pas le cas, pour être aussi des acteurs et faire connaître l'existence d'un essai clinique. C'est aussi par Internet. Internet, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais il y a actuellement des bases de données, c'est-à-dire des sites sur lesquels sont identifiés des essais cliniques qui vont démarrer. Certains sites sont français. Et malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont, ces sites ne sont pas suffisamment remis à jour, actualisés, pour être sûr d'y trouver de façon exhaustive tous les essais qui pourraient concerner un patient en France. Il ne faut donc pas hésiter à aller sur un site anglo-saxon, américain, qui répertorie à ce jour tous les essais cliniques déclarés au niveau mondial, qui s'appelle clinicaltrial.gov, et qui permet de retrouver géographiquement, dans son pays, éventuellement même dans sa ville, les essais qui sont en cours ou les essais même terminés pour une pathologie précise. Et la deuxième source d'information, c'est les associations de patients qui, eux, ont cette vision macro, finalement, parce que souvent, lorsqu'elles sont de plus en plus nationales, elles ont ce retour aussi des patients, même si elles n'ont pas l'information sur le produit en lui-même, mais par contre sur le fait que ça soit bien organisé ou ainsi de suite, ils ont aussi ce retour d'expérience qui peut être intéressant pour le patient.